Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de cet épisode. Et pour en parler, je vais tout de suite vous présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui pour qu'on rentre définitivement dans ce podcast. J'ai évidemment toujours les membres de la team Beneamata et les traditionnels, les habitués du podcast. Comment ça va, Gauthier? Ciao Karim, ciao Fede, ciao à tutti. Bah écoute, comme d'habitude, un plaisir d'être avec vous et de pouvoir parler de l'Inter. Bon, comme je disais la dernière fois, on ne peut pas toujours en parler dans le positif. Donc là, on va aborder surtout une thématique un peu moins plaisante, mais qui est nécessaire d'analyser quand même pour comprendre où est-ce que va l'Inter cette saison. Et le deuxième, évidemment, intervenant qui est avec nous, c'est le traditionnel Fédé. Comment ça va, Fédé? Ça va très bien. Ciao Karim, ciao Gauthier. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler des petits points négatifs, mais bon, il faut en parler de temps en temps, donc content d'être là. Ouais, c'est vrai, toujours. On cherchait des points négatifs pendant les deux derniers épisodes du bilan, et ben voilà, on les aborde finalement. Deux petites informations rapides avant de commencer le podcast. Donc, traditionnellement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Spotify du podcast. Les 5 étoiles sur Spotify, évidemment. N'oubliez pas, les gars, ça prend que quelques secondes pour noter le podcast. Et aussi, n'oubliez pas aussi de mettre la cloche sur les deux, que ce soit sur la chaîne Spotify et sur la chaîne YouTube pour être au courant des nouveaux podcasts, parce que des fois, imaginons que vous n'avez pas vu le tweet annonce sur Twitter, possiblement que vous l'ayez loupé. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre les notifications, la petite cloche, ça vous coûte rien. Et comme ça, vous êtes au courant dès la sortie des podcasts sur Spotify et YouTube. Et j'imagine aussi que, vu qu'on on tourne jeudi 19, donc vous avez vu du coup le tweet aussi que j'avais fait du coup sur le repositionnement un peu du compte, où on va rester sur les podcasts désormais. Donc vous verrez un petit peu plus de capsules durant les prochains jours, un peu plus de sondages aussi pour réagir sur l'actualité, échanger aussi en commentaire pour avoir vos points de vue. Et petite nouveauté entre guillemets sur les podcasts, alors ce sera pas tous les podcasts, hein, mais je vais essayer d'en faire le plus possible. Il y aura un petit quiz à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin du podcast. Il y aura un petit quiz de quelques questions et on comptera les points entre les membres de la team Beneamata et on Bravo fera un Fede pour petit ta victoire. et, Bravo Fede. et on fera un petit classement final déjà d'ici fin 2023 et puis aussi d'ici la fin de la saison sportive. Donc on commencera, je vais essayer d'en faire le plus possible quand on aura les intervenants. Donc bon, c'est vrai que techniquement, les intervenants qui seront là le plus souvent auront techniquement le plus de points normalement. Donc ça incitera peut-être tout le monde à venir encore plus souvent et ça fera un petit jeu sympathique. Et évidemment, pour les quiz, n'hésitez pas vous aussi à répondre chez vous que ce soit en commentaire sous la vidéo YouTube ou même sur Twitter si vous voulez mentionner le compte pour donner vos réponses. On commence tout de suite donc avec le thème du jour. Le thème du jour, c'est quoi? C'est un peu les problèmes de concentration de l'Inter qu'on a pu voir un peu sur ce début de saison, principalement à Sassuolo et ce match nul aussi face à Bologne avant la trêve internationale. Problème qu'on pensait avoir délaissé avec cette nouvelle saison, avec voilà, on s'est dit voilà, on a une nouvelle Inter qui a plutôt bien commencé, qui a enchaîné les victoires. Là, ça a un peu calé avec 3 points perdus face à Sassuolo, 2 points perdus face à Bologne. On va rentrer tout de suite du coup dans ce thème-là. Fédé, toi, est-ce que ces problèmes de concentration de l'année dernière pour toi, est-ce que tu les vois de retour ou alors est-ce que ces entre guillemets problèmes du début de saison, notamment ce qu'on a pu voir sur les 70 dernières minutes, 70 dernières minutes face à Bologne et la deuxième mi-temps face à Sassuolo, c'est plus des accidents ou alors est-ce que tu le lis par rapport aux problèmes qu'on a déjà connus sous l'Inter d'Inzaghi? Alors moi, j'ajouterais même le début de match de Ligue des Champions contre la Sociedad avec l'erreur de Bastoni. Parce que là, c'est pareil, je pense que moi, moi, je pense que c'est pas grave. C'est vraiment de la concentration. Il y a aussi de la fatigue, je pense, qui rentre en compte, que ce soit Sassuolo ou Bologne. Donc, pour moi, je pense que c'est pas trop grave. C'est pas les mêmes problèmes que l'année dernière. Je pense que ça vient plutôt du fait qu'Inzaghi a moins fait tourner l'effectif
qu'il aurait dû vraiment le faire. Et je pense que si Inzaghi gère un peu mieux son effectif, ces problèmes-là, ils vont disparaître. Je vois pas les mêmes problèmes que la saison dernière. La saison dernière, c'était surtout des problèmes où on dominait le match et on marquait pas. Là, on a le match en main et en fait, c'est nous qui nous endormons et on laisse l'adversaire revenir. Donc, moi, j'y vois pas trop de danger pour l'instant. Et c'est surtout qu'on a aussi enchaîné pas mal de matchs et je pense que ouais, si Inzaghi aurait un petit peu mieux géré son effectif, on aurait peut-être pas perdu contre Sassuolo et on aurait sûrement gagné contre Bologne. Je vais rejoindre ce qu'a dit Fédé en tout point, surtout sur le fait, c'est vrai que la nature, entre guillemets, des erreurs est différente. L'année dernière, on était vraiment sur cette incapacité à terminer, hein. Il manquait cet aspect clutch à l'Inter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes sur le début de saison, à chaque fois où l'Inter, on va dire, laisse passer le match, c'est plutôt des erreurs de concentration, entre guillemets. Et celle qui me revient, évidemment, la plus proche, c'est celle de Lautaro contre Bologne, alors que tu gagnes 2-0, 2 buts coup sur coup en début de match. Tu relances Bologne avec le troisième but qui est si important, ce penalty concédé de façon assez bête, il faut le dire. Donc encore une fois, ça montre que cette équipe, contrairement à ce qu'on aurait pu penser et ce que beaucoup d'observateurs jugeaient sur le début de saison, ce qu'on peut comprendre, hein, à l'instant T, mais c'est qu'elle a encore beaucoup d'aspects à travailler. Et je parle des joueurs, mais je parle aussi évidemment du coach, puisque voilà, Inzaghi est capable de faire de très belles choses, c'est un très bon tacticien. Mais par contre, comme le disait encore une fois Fédé, ce côté où il a du mal, je trouve, à trouver un équilibre entre tout son effectif, ça montre encore une fois, et personnellement je l'ai toujours affirmé, il n'y a pas de honte, mais que Inzaghi, au niveau tactique, il n'y a pas de souci, mais qu'au niveau de la gestion d'un groupe, moi je trouve qu'il y a encore beaucoup de limites, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau mental et psychologique, parce que tu vois qu'il y a quand même encore quelques lacunes qui, honnêtement, pour une équipe de cette trempe-là, et pour une équipe qui s'est ouvertement déclarée comme candidate au Scudetto et aussi pourquoi pas faire une bonne perf européenne, on parle comme d'un finaliste européen, qui plus est de la Ligue des Champions, ces erreurs-là, normalement, elles ne doivent pas arriver, ou du moins, elles doivent arriver une fois, mais elles ne peuvent pas déjà arriver 2-3 fois sur 7 ou 8 matchs en Serie A cette saison. Encore une fois, la saison est longue, on va voir ce que ça donne dans la durée, mais j'ai envie de dire que c'est quand même bien que ça arrive maintenant, comme ça peut directement mettre les petits signaux d'alerte dans la tête de d'Inzaghi, pardon, en disant qu'il y a encore des choses à travailler. Mais d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, les fameux changements, c'est vrai qu'on connaît les hommes certains hommes de base d'Inzaghi, où il a du mal, entre guillemets, à faire de la rotation, à Chervin, Mkhitaryan, en tant que deux joueurs principaux. Est-ce que pour toi, P5, les problèmes sont différents de l'année dernière dans le fait que l'année dernière, on sentait un groupe qui s'est un peu démobilisé après janvier, quand on a compris que Naples allait gagner le Scudetto, on était à 8 points, il y avait le fameux on a gagné le match face à Naples, on était à 8 points, et puis après on a eu Monza, tout ça, et on s'est distancé, 11 points, 12 points, 15 points, et jusqu'à ce qu'on connaît. Est-ce que pour toi, c'est des problèmes différents où l'année dernière, tu sentais une équipe qui, vu qu'il y avait plus de Scudetto en ligne de mire, quand c'était pas Porto, Benfica, la Lazio, la Roma, ils étaient un peu démobilisés face à ces petites équipes. Là, pour toi, c'est un problème différent. C'est pas un problème de mobilisation et de concentration face à des équipes intermédiaires. Là, c'est plus un problème entre guillemets général. Tu l'attribuerais plus à qui? Tu l'attribuerais plus à quelle cause? Écoute, c'est une question, honnêtement, elle est difficile, c'est difficile d'y répondre, pardon, parce qu'il y a beaucoup de facettes qui peuvent rentrer en jeu. On a parlé forcément du critère physique aussi. Pour moi, comme je viens de le dire, au niveau des erreurs individuelles, tu en as eu. Donc, on rejoint un petit peu ce qu'il y a eu la saison dernière. Par contre, disons que l'approche est différente, disons, dans le traitement du sujet, dans le sens où quand tu regardes Inzaghi, l'année dernière, il avait un effectif, je ne vais pas dire qu'il lui était imposé, mais disons qu'il n'avait pas tous les choix qu'il voulait lui. Évidemment, en prenant le contexte économique qui forcément lui tient entre guillemets les parties. Ça, c'est sûr. Mais cette année, tout ce qui a été fait dans son optique. Donc, ce qui laisse pour moi moins d'excuses. Et disons que je vais un peu modifier ta question dans le sens, au lieu de voir s'il y a un changement dans le comportement, je vais plus me demander pourquoi Inzaghi, lui, n'a pas changé son comportement, parce qu'on retrouve quand même des signes de la saison dernière qui, normalement, avec l'intersaison qu'il a eue,
aurait dû lui permettre de pouvoir les gommer. Donc moi, tu vois, si tu me permets, Karim, je retournerai la question en demandant pourquoi, avec un matos plus approprié, on retrouve les mêmes soucis. Et les mêmes soucis, malheureusement, il faut le dire, hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas critiquer à mort le coach, mais ça vient de, disons, de celui qui gère les marionnettes, quoi, entre guillemets. Et du coup, c'est Inzaghi. Donc pour moi, le problème vient de lui plus que des joueurs. Après, moi, je pense qu'Inzaghi, il y a eu aussi le problème des blessures. Avec Fratesi qui aurait sûrement joué plus sans sa blessure, Arnautovic qui est blessé. Donc, je vais lui donner encore un petit peu de crédit en disant que les blessures, ils l'ont pas arrangé non plus. Mais moi, pour moi, je vois pas d'inquiétude en fait. Après, Inzaghi, ça reste quand même un coach qui est, ça fait pas 10 ans qu'il est coach. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, il apprend, il retient de ses erreurs. Les erreurs de la première saison, on les a pas eu la deuxième, et je pense que les erreurs des 2 premières saisons, il va éviter de les refaire sur sa 3e saison. C'est vrai qu'on peut avoir, on va dire, une certaine évolution. Peut-être c'est vrai que les joueurs, entre guillemets, sont plus concentrés lors de ces matchs-là, même malgré, tu parlais, Gauthier, des problèmes individuels. Maintenant, il y a aussi, tu posais la question, et du coup, je te retourne la question par rapport à Simone Inzaghi. On sait que, bon, tu parlais de Fratesi blessé, mais par exemple en défense centrale, on sait qu'il y a un mec comme De Vrij qui maintenant est plutôt fiable sur le début de saison, mais Acerbi continue d'enchaîner pas mal de matchs. Mkhitaryan au milieu, alors certes, Klaassen on l'a vu peu de fois, mais il a fait des entrées intéressantes. Il y a toujours Aslani aussi qui est sur le terrain, enfin qui peut rentrer aussi. Donc il y a quand même aussi des joueurs intéressants aussi à faire rentrer, des joueurs, alors peut-être pas fiables, mais des joueurs qui peuvent apporter aussi quelque chose dans leur style. Je vais enlever l'attaque du débat parce que c'est limité au niveau quantitatif, mais du coup, pour toi, P5, comment on explique qu'Inzaghi s'en tienne aux mêmes joueurs en sachant que Mkhitaryan et Acerbi approchent, ils avancent en âge et du coup, ils sont entre guillemets plus à risque des blessures ou plus à risque de récupérer plus lentement qu'avant. Malgré les solutions qu'il a, pour toi, pourquoi Inzaghi ne veut pas aussi faire ce turnover qui s'impose, hein? Milan fait ce turnover, le Napoli fait aussi un peu de turnover avec Rudy Garcia. En Europe aussi, les équipes qui jouent à la Ligue des Champions font du turnover face à des équipes plus intermédiaires de leur championnat. Pourquoi Inzaghi reste encore ancré dans sa pratique comme s'il avait un effectif limité comme auparavant? Une fois, je ne vais pas prétendre avoir la réponse exacte, mais disons de ce qu'on voit, à mon impression, disons qu'Inzaghi n'ose pas perturber un équilibre qui a fait plus que satisfaction, notamment sur les premiers matchs. Quand tu vois la machine qu'est l'Inter sur les premiers matchs avec des joueurs de base, forcément, et là on peut le comprendre là-dessus, tout entraîneur, s'il a la possibilité d'aligner les mêmes acteurs, il a potentiellement plus de chances de récidiver ce genre de performance et donc d'avoir des résultats. Et le problème est là. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut aussi savoir faire la part des choses et se dire, quitte à lâcher quelques points, incorporer, on va dire, le 12e, 13e, 14e, 15e, 16e joueur dans la rotation, ça peut peut-être te permettre à long terme, disons peut-être pas d'avoir une cadence toujours aussi importante et une impression visuelle aussi forte. Par contre, dans la continuité, ça peut t'apporter, disons, des résultats beaucoup plus réguliers. Donc, je pense, et là-dessus, je ne vais pas le blâmer parce qu'encore une fois, pour moi, je pense que c'est compliqué quand tu es à sa place de te dire est-ce que si je remplace lui, ça va tout casser? Est-ce que l'autre va avoir le même rendement? Donc, c'est compliqué dans une saison et même dans un football aujourd'hui où chaque match est vraiment important. Chaque match est vraiment important, il y en a de plus en plus. C'est compliqué de trouver finalement le temps d'incorporer des joueurs qui doivent s'adapter à un système qui plus est en Italie, quelque chose de beaucoup plus compliqué que dans d'autres championnats, puisque l'aspect tactique est très important. Donc là-dessus, encore une fois, c'est compliqué d'incriminer le coach, mais je pense que ça vient de là. Parce qu'il y a une sorte, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais une sorte de peur. Parce que le résultat, qui plus est, en plus, j'y viens, que l'Inter, entre guillemets, encore une fois, elle est tenue par les. Je vais le dire, hein, le terme, on va être un peu vulgaire, mais tenue par les couilles, puisque là, les résultats sont obligatoires. Cette année, les résultats sont obligatoires, ils ont été affichés, et au-delà de ça, même, je pense, pour le bien des finances, ils doivent être réalisés. Forcément, Kinzaghi, il a une pression supplémentaire sur les épaules qui lui font dire, je pense, dans son fort intérieur, que
changer, c'est compliqué. Et là, tu vois que quand ça change en général, on l'a vu à Salerne sur la première mi-temps, bah, ça porte pas forcément ses fruits parce que tu as des joueurs qui sont pas prêts et qui sont pas adaptés. Après, je pense aussi que vu le début de saison dernière, on avait commencé le championnat avec, on avait déjà 4 défaites à la même époque. On était bien, parce que on est à 1 point ou 2 points de Milan, donc on est vraiment en embuscade. On avait un peu merdé le début de championnat, le début de Ligue des Champions, c'était pareil. Avant la double confrontation contre le Barça, on n'était pas non plus en position. Cette année, on est déjà mieux en Ligue des Champions. On a 4 points en 2 journées. En championnat, on est vraiment juste derrière le leader. Donc, je pense que déjà, celui-là moi, je pense que lui, le premier qui voulait incorporer le plus vite, c'était Fratesi. Et comme Fratesi s'est blessé, il n'a pas trop voulu toucher à Mkhitaryan. Et Mkhitaryan avec Çalhanoğlu, je pense que pour que Çalhanoğlu soit bon, je pense que Mkhitaryan, c'est indispensable qu'il soit là. Moi, je le vois comme ça sur le début de saison. Il veut pas trop y toucher parce qu'il sait que les deux, ils s'entendent super bien à deux et il a peur de tu casses l'équilibre. Ouais, je pense qu'il y a peur de ça. On peut pas lui en vouloir. Et comme cette année, il y a des objectifs beaucoup plus hauts, c'est-à-dire le titre, je pense qu'il pouvait pas se foirer. Il pouvait pas refaire un début de saison comme l'année dernière où tu as 4 défaites en 10 journées. Donc, cette année, ça va, t'as Milan qui est parti, qui a qu'une défaite, nous qui avons un nul, une défaite, ça fait quand même. Il faut rester dans le coup du titre et je pense que il y en a certains on les verra beaucoup plus en deuxième partie de saison. Quand on sera en Ligue des Champions et en train de jouer le titre, je pense qu'il fera beaucoup plus tourner que maintenant. Je pense que c'est un homme qui marche comme ça. C'est un entraîneur qui marche avec ses soldats. Et comme De Vrij, il y a quand même pas mal de boulettes sur la saison dernière et lui, il y a une confiance, il y a plus confiance en Acerbi, ça se voit. Donc je pense que Acerbi, quand il est en forme, ce sera lui qui jouera. Parce qu'aussi, ce que je voulais noter, et juste faire une petite aparté, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais c'est aussi intéressant de parler de l'approche des adversaires. Parce que l'approche des adversaires est aussi, disons, un peu plus travaillée, un peu différente par rapport à la saison dernière, parce que l'Inter aujourd'hui a quand même le statut, on le disait, de finaliste de Ligue des Champions, et qui a failli accrocher la victoire contre Manchester City, qui était la meilleure équipe d'Europe et de loin, on va pas se mentir. Donc forcément, que tu vois, tu as des entraîneurs déjà qui sont sur une vibe italienne beaucoup plus joueuse et qui là, le profil d'Inzaghi est encore plus analysé que la saison dernière et encore plus travaillé. Et tu vois qu'il y a des phases de jeu, on va dire, personnalisées du côté des adversaires. Je me rappelle du match contre Sassuolo, le match contre Bologne, où honnêtement, les visiteurs, enfin, du moins l'équipe adverse nous a tenus, entre guillemets. Donc je pense aussi que ces difficultés interistes qu'on peut ressentir sur ces derniers matchs, elle doit aussi s'expliquer par l'approche qui est faite par les adversaires pour contrecarrer au mieux cette équipe qui a changé de statut et changé de dimension cet été. Ouais, c'est vrai que y a ce changement de dimension, il y a ces nouveaux joueurs aussi qui sont arrivés. Après, comme on dit, à force de trop regarder au sol pour éviter les pièges, pour éviter de tomber dans un trou et autres, faut pas non plus oublier de lever la tête pour pas se cogner sur un poteau ou un mur. Donc, est-ce que Fede, par rapport à ce que fait Inzaghi, les solutions, vous les avez un peu évoquées aussi dans cette partie un peu de trouver le problème, de comprendre le problème. Ça serait plus de rotation, mais tu parlais de deuxième partie de saison, Fede, mais un Scudetto, évidemment, tu le gagnes en deuxième partie de saison, mais aussi tu fais en sorte de ne pas le perdre en première partie de saison, parce que c'est pas attendre que Mkhitaryan montre des signes de fatigue extrême qu'il faudra attendre pour commencer à envoyer Klaassen, Sensi ou Aslani ou Fratesi. Même si Fratesi, je pense qu'il aura un temps de jeu un peu plus important. Donc, on enlève quand même le secteur offensif, Fede, parce que comme j'ai dit, il y a même si Arnautovic revient, à part si il se transforme en R9, on va pas non plus avoir deux remplaçants. Voilà, même avec Sanchez, les entrées sont pas non plus toujours les plus flamboyantes. Hein. On a connu Alexis Sanchez bien meilleur à l'Inter. Donc, on va enlever le secteur offensif où Inzaghi, certes, est plutôt limité, et on le savait, on va dire, entre guillemets, dès la fin du mercato.
maintenant, sur tout le reste des secteurs, Fede, il a le choix. Et surtout, est-ce que pour toi, tu penses qu'Inzaghi, durant cette première partie de saison, là, voilà, il y a un très léger retard de points par rapport à Milan qui peut évidemment se combler, entre guillemets, sans grosse difficulté. Il n'y a pas non plus 10 points d'écart. Mais Fede, est-ce que toi, tu vois quand même Inzaghi commencer à ajuster le coche dès maintenant, voilà, face à des matchs? Est-ce que par exemple, face au Torino, tu vois, on parlait de Barella qui sort, ce qui peut être une bonne chose, mais est-ce que par exemple, Mkhitaryan, alors après il y a la Roma, mais est-ce que par exemple, sur un match face au Frosinone qui arriverait avant un match de Ligue des Champions, Fede, est-ce que toi, tu vois que Inzaghi, face à des équipes peut-être plus coriaces, parce que même le Frosinone est quand même une équipe coriace, est-ce que tu vois Inzaghi faire justement ces changements, Acerbi sur le banc, Mkhitaryan sur le banc, parce que mine de rien, ils vont en avoir besoin, sinon c'est des risques de blessures avérées, Fede. Ah ouais, mais de toute façon, moi je pense que dans son optique, c'est prévu déjà. Tu as Carlos Augusto qui a commencé, qui a eu sa première titularisation. Donc là, il y a Fratesi qui va revenir dans la rotation du milieu. Non, moi j'attends vraiment de voir l'équipe qui va présenter mardi contre Salzbourg. Voir s'il fait jouer Mkhitaryan ce week-end et mardi. Et moi je pense que mardi il jouera pas. C'est pareil, Aslani, l'année dernière, tout le monde se plaignait qu'on le voyait pas. Aslani, par rapport à l'année dernière, il y a déjà, son temps de jeu, il est déjà énorme, quoi. Par rapport à l'année dernière, on le voyait quasiment jamais. Donc, je pense que petit à petit, lui, de toute façon, il sait très bien qu'il pourra pas faire la saison avec les 11. À moins qu'il est complètement suicidaire, mais je pense pas non plus. C'est quand même, tu vas pas en finale de Ligue des Champions par hasard. Donc, je pense qu'il a analysé la saison dernière. Il a vu qu'en championnat, il a loupé son début de saison. Naples, il marché sur l'eau. Donc, il a vite compris que le Scudetto, c'était pas pour la saison dernière. Et non, moi, je vois le début de saison de cette année mieux géré que celui de la saison dernière déjà. Donc, si tout à l'heure, vous parliez des 8 points sur Naples, tout ça. Moi, je pense que son optique, c'est limite même de rester un point derrière Milan, même si ça dure jusqu'à la trêve hivernale. Milan, il est champion d'hiver, c'est tout. Il n'y a rien de joué, quoi. Surtout que Milan, là, comme il y a eux, par contre, comme ils ont un peu raté leur début de Ligue des Champions, il y a un moment, ils vont devoir batailler en poule et ils vont laisser des forces et ils le paieront le week-end. Parce que les matchs contre Bologne et Sassuolo, ils sont arrivés après la Ligue des Champions et physiquement, on a pioché. Et c'est ça qui Ouais, nous mais a regarde, manqué. Fede, tu prends l'exemple de Milan, c'est très intéressant par rapport au match contre le Genoa. Milan qui fait quand même une vraie rotation Ouais, ils doivent face pas au le gagner, le Genoa. match. Ouais, mais ils doivent pas. Le Oui, non, match là, mais oui, ouais. mais même au-delà de ça, parce que même de toute façon, il y avait des matchs, parce que même au-delà de l'occasion de peut-être polémique de Pulisic, il y a quand même, il y avait quand même peut-être des occasions, mais je fais à peu près les joueurs qui normalement sont remplaçants à Milan. T'as Florenzi qui a été titulaire, Moussa qui a été titulaire, Adli, bon, il y en a c'est pour blessure, mais Adli qui est titulaire en 6, Jovic qui a joué en pointe, Okafor ailier gauche, Chukwueze ailier droit. Donc tu vois, il y avait une vraie rotation. En plus, c'était contre le Genoa, c'était à l'extérieur. Alors certes, évidemment, c'est un risque. Pioli aurait pu perdre ce match peut-être. Mais mine de rien, bon voilà, à la fin, il y a 3 points et il est devant l'Inter. Est-ce que franchement, Fede, moi, si je te dis demain que l'équipe, il y a 5 mecs qui changent, alors encore une fois, il l'a fait face au Genoa, même si c'est une belle équipe, mais c'est quand même un promu qui n'avait pas non plus fait un début de saison tonitruant. Euh, Est-ce que Fede, tu vois, si demain on fait la même configuration, Genoa-Inter, est-ce que tu vois par exemple Inzaghi changer 5 mecs titulaires? Est-ce que tu vois et Carlos Augusto, et Cuadrado, et Arnautovic ou Sanchez, et 2 autres milieux de terrain titulaires pour ce match-là? Ou alors clairement on va rester sur entre guillemets du Inzaghi pour toi, et voilà, il changera 2 mecs par-ci, 2 autres mecs par-là, et ça sera entre guillemets de la mini-rotation gérée un peu façon épicier. Bah, le truc, c'est que, admettons, tu pars avec 7 titulaires et tu fais 4 changements. Si le match, tu le maîtrises vite, un match comme Bologne, s'il y a 3-0 à la mi-temps, je pense que les 5 changements, il fait beaucoup de changements, il fait sortir Lautaro, tout ça. Donc, ouais, sinon, moi, je le vois pas faire autant de changements d'un coup que Pioli. Je pense qu'il fera 4 changements maxi d'un match à l'autre, parce il veut quand même garder une base, un équilibre. Et de toute façon, le jeu d'Inzaghi,
il y a un poste de garder un équilibre entre milieu, défense, tout ça. Tu peux pas t'amuser à trop changer de joueur d'un coup. Mhm. Le truc, c'est que nous, faudrait nous faciliter, tuer plus vite les matchs. Parce que Bologne, bon, le penalty de Lautaro, bon, on dira que ça arrive de faire une erreur. Mais je pense que le match-là, il n'y a pas le penalty. Derrière, tu mets le 3-0 et à la mi-temps, tu es à 3-0 et le match est plié. Et c'est peut-être le petit détail encore qu'Inzaghi. Après, il y a pas, des fois, il n'y a pas, je vais dire, il n'y a pas les petits trucs qui font que ça tourne dans son sens. Là, Bologne, avant le penalty, ils sont pas inexistants, mais ils nous ont pas mis en danger. Donc je pense que tu pousses, il n'y a pas le penalty, tu arrives à la mi-temps, il y a 3-0, Bologne, c'est tout, ils reviennent. Le but pour eux, c'est pas de se prendre une valise. Là, Bologne, on les a relancés, on les a remis dans le match. En fait, nous, on s'est éteint tout seul. On a pêché physiquement, on a pêché mentalement. Et le deuxième but de Zirkzee, c'est on a le ballon, on se prend le contre, tout le monde regarde tout le monde, c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi, c'est à moi, puis bon, bah, il y a but. Bah, après, tu vois, sur ce point-là, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut noter. Deux choses qu'il faut noter. D'abord, ce qu'on a vu depuis le début de saison. À savoir que avec les choix qui ont été faits entre notamment le championnat et la Ligue des Champions, l'objectif il est clair, il avait été annoncé et on le voit dans aussi la philosophie d'Inzaghi, l'objectif il est clair, c'est remporter le championnat avant tout. Sauf que le fait est qu'à côté, comme tu es finaliste de Ligue des Champions, tu te dois aussi d'assurer une certaine cadence, une certaine prestance dans la Coupe d'Europe. Donc forcément, j'ai l'impression qu'Inzaghi a peut-être les yeux un peu plus gros que le ventre, dans le sens où il se dit, bah, avec les joueurs de confiance, entre guillemets, que j'ai, même s'il fait confiance à tout son groupe, mais disons avec les joueurs de valeur sûre qu'il a, il se dit qu'il essaye de faire un peu plus que le championnat, sauf que tu te rends compte tout de suite que tu ne peux pas te permettre de faire jouer les mêmes joueurs sur ces deux compétitions qui puissent beaucoup trop d'énergie, et en plus, qui ne font pas jouer les autres, qui, eux, quand ils rentrent, sont un peu perdus. Et l'autre chose, j'emboîte là-dessus parce que je vais profiter de la comparaison que vous faites avec le Milan rapidement, bah, pour mettre donner mon avis aussi là-dessus. Mais pour moi, ces deux équipes, et du moins ces deux coachs, ils sont incomparables. Tu ne peux pas comparer les deux quand tu sais, et Fede l'a souligné, que Inzaghi s'appuie sur une tactique. C'est les joueurs qui servent la tactique, alors que Pioli, c'est les joueurs qui créent la tactique, entre guillemets. C'est pas insultant ce que je dis sur Pioli, hein. Mais pour moi, Pioli, c'est un gars qui va optimiser le rendement individuel de tes joueurs de qualité en les plaçant dans les meilleures dispositions. Alors qu'Inzaghi, pour moi, c'est un peu le contraire. C'est ces joueurs-là qui vont c'est les joueurs qui vont optimiser le système qu'a mis en place Inzaghi. Donc c'est pour ça aussi que pour moi, c'est incomparable quand on dit que bah, le Milan peut se permettre de faire tourner. Oui, il peut se permettre de faire tourner parce que finalement, quand tu regardes de manière froide, et encore une fois, c'est pas une critique du Milan, hein, bien qu'on soit sur un podcast et qu'on soit tous tifosi de l'Inter. Mais ce Milan-là, il n'y a pas un joueur pour moi qui est indéboulonnable, dans le sens où si le mec, individuellement, il remplace bien, on n'y voit que du feu. On n'y voit que du feu, alors que l'Inter, dès que tu as un élément de la machine qui s'enlève, ça peut être un boulon, comme ça peut être un disque de 70 kilos, mais tu vois la différence tout de suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Inzaghi, disons, il a un peu pris à son propre jeu, entre guillemets, et c'est pour ça qu'il n'y a que lui, finalement, qui peut trouver la clé et trouver le bon équilibre, quitte à enlever quelques pièces de la machine, mais qu'elle reste toujours performante. Petit sujet aussi en plus, les gars, on va revenir un petit peu sur l'actualité de l'Inter qui s'est déroulée maintenant il y a quelques jours. On parle maintenant de plus en plus de la création d'une équipe B, d'une équipe réserve qui devrait jouer certainement en série C au même niveau que la Juventus, équipe réserve. L'Atalanta a créé son équipe du coup qui a dû commencer cette année normalement. Alors ils n'ont pas commencé, je crois, tout de suite en série C, le temps de monter. Et l'Inter, voilà, elle aurait la priorité du coup cette saison pour la création du coup pour la saison prochaine. Pour le moment, on dit que des étapes importantes ont été franchies pour cela. D'autres tempèrent un peu dans le sens où certes il y a la volonté, mais d'abord il faut faire un staff, il faut voir le budget que ça va prendre. Donc il y aura quelques étapes d'abord à faire avant que cette création d'équipe réserve soit officielle. C'est un souhait, on va dire, c'est un peu notre souhait depuis déjà plusieurs saisons, hein, cette équipe réserve qu'on réclamait assez souvent pour voir nos jeunes joueurs U19 évoluer donc chez les U23 et surtout affronter des joueurs professionnels, puisque la série C en Italie est professionnelle.
et affronter du coup aussi des joueurs entre guillemets plus âgés, expérimentés, pas s'affronter que entre U19 et jeunes joueurs entre guillemets gentils. Toi, Gauthier, qu'est-ce que tu en penses de cette information qui est tombée il y a quelques jours? Alors, comme on a dit, hein, ce ne sera pas après-demain que nos jeunes joueurs vont affronter des équipes de série C, mais voilà, il y a des démarches concrètes qui ont été faites. Est-ce que toi, tu le vois d'un bon œil? Est-ce que tu penses que ça sera une passerelle plus évidente pour nos jeunes joueurs vers l'équipe première, ou alors est-ce que c'est juste un moyen, même si ça va coûter de l'argent évidemment, mais est-ce que c'est juste un moyen de vendre nos joueurs un peu plus cher parce que cette fois-ci ils auront une expérience et un niveau supérieur au U19? Comment tu vois un peu l'avenir et quelle utilité de cette équipe réserve pour toi, pour la direction et l'Inter? Écoute, je pense que ton interrogation, elle est un peu rhétorique, hein. Dans tous les cas, ça peut faire que du bien, je pense, à l'Inter. Soit, comme tu le dis en premier lieu, bah, ça peut permettre de former les jeunes de meilleure manière. Quand tu sais aujourd'hui, bah voilà, hein, je n'apprends rien, on l'a déjà répété des milliers de fois qu'en Italie, la formation des jeunes, c'est très compliqué parce que tu donnes peu de confiance à des joueurs qui ont peu d'expérience. Donc c'est compliqué pour eux bah, de s'épanouir dans un cocon, on va dire, dans un cocon national, entre guillemets, qu'importe le club, même s'il y en a qui vantent un peu plus les jeunes que d'autres. Et j'ai même envie de te dire aussi dans l'autre sens. Dans l'autre sens, même si le centre de formation ne sert qu'à augmenter la valeur des jeunes pour mieux les revendre, bah, au final, j'ai envie de te dire que ce sera toujours ça de prix. C'est triste à dire, hein. C'est triste à dire parce qu'il y en a beaucoup qui vont aller exploser ailleurs. Parce que voilà, le centre de formation de l'Inter reste un des meilleurs d'Italie, avec celui de la Roma, de l'Atalanta et j'en passe. Donc forcément que tu passes à côté de choses qui. Enfin, de choses. Évidemment, je parle de joueurs qui auraient pu t'apporter quelque chose dans ta rotation et voire même, pourquoi pas, dans un temps plus ou moins long, bah, dans ton 11 titulaire et dans ton club. Donc, la formation de jeunes reste dans tous les cas une bonne chose d'avoir une équipe de jeunes. Voilà, tu vois au niveau européen que les équipes qui ont un bon centre de formation et qui ont une équipe de jeunes qui peut notamment bah, performer au level européen avec la Youth League, bah, c'est quand même des clubs qui arrivent quand même à se pérenniser à très haut niveau sur le long terme. Et quand tu connais les complications financières de l'Inter ces dernières saisons, forcément que ça pourra t'apporter un plus. J'aurais bien aimé, bon, ça va pas être le cas, quoique en vrai. Quoique, mais j'aurais bien aimé le mettre en corrélation avec quelques jours avant qu'on enregistre ce podcast, l'annulation du Decreto Crescita, qui a Et à la été fin, voilà, pas oui, tellement gros, confirmé. en On gros, sent au début de que journée, pour résumer, au le début de recul journée, ça a frein été était fait. annulé, sauf qu'à la fin de journée, c'est précisé que c'est pas annulé pour les sportifs. Du coup, en gros, pendant 5-6 heures, tu vois, moi, je me suis dit, mais en fait, la création de l'équipe de jeunes et l'annulation du décréto, finalement, tu vois, ces deux choses, je trouve qu'ils s'emboîtent bien. Parce que ça aurait pu être une solution, entre guillemets, ça aurait pu créer, disons, une bouée de sauvetage pour l'Inter dans un projet différent. Ça aurait pris du temps, mais au moins, tu aurais, disons, une nouvelle destinée, un nouvel objectif en t'appuyant sur tes jeunes. Bon, là, malheureusement, c'est pas le cas. Quoique, en vrai, si tu veux mon avis personnel sur la question, je pense que ce décréto Crescita, on va en entendre reparler ces prochaines semaines, ces prochains mois. Ça m'étonnerait qu'ils n'aient pas annoncé tout de suite que ça soit annulé pour les sportifs comme ça. Donc, je pense que ça va pas tarder à sauter, même si on peut s'y attendre parce que de base, c'est un décret qui était jugé temporaire, du moins qui pouvait être évoqué rapidement. Mais avec ou sans ce Decreto Crescita, l'équipe de jeunes est pour moi primordiale dans le football actuel, qui est basé en plus, bah, on sait, sur la data, on va chercher les joueurs de plus en plus tôt. Tu es obligé d'avoir, entre guillemets, la solution à portée de main au lieu d'aller piocher chez les adversaires. Après, c'est sûr que selon le Decreto Crescita, ça aura plus ou moins d'importance. Mais c'est très important de se pencher sur ce pôle jeune qui est très bien exploité à l'Inter, mais pas assez. Toi, Védé, ton avis sur l'équipe de jeunes? Ah bah moi, je vais crier Alléluia, il était temps. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est l'exemple allemand. En Allemagne, tu as les équipes de jeunes comme ça, t'en as pas mal qui sont déjà en troisième. Dortmund, il y a son équipe 2, on va dire, en troisième division. Le Bayern, tu as pas mal de grands clubs. Ce qui est bien, c'est que ça permet à des jeunes joueurs qui n'ont joué que depuis gamin qu'entre catégories d'âge équivalentes. Donc, quand tu as 11 ans, tu joues qu'avec des gars d'11 ans. Quand tu en as 19, tu joues qu'avec des gars de 19 ans. Le problème, c'est que quand tu arrives dans le monde professionnel, dans les troisièmes divisions, t'as des vieux briscards qui ont la trentaine. C'est déjà un autre jeu. Niveau physique, je pense que ça va les aider parce que quand tu joues
moi, je l'ai vu quand je faisais du foot plus jeune. Quand tu joues qu'avec des gars de ton âge, ben, le niveau, tout le monde, il y a un peu le même. Il y a juste le talent individuel, à la limite, qui différencie les plus forts. Par contre, quand tu arrives dans des divisions déjà avec des adultes, tout ça, le jeu, il est différent. Et je pense que ça va être une passerelle idéale pour les lancer. Et on l'a vu avec la Juve. Bon, après, c'est surtout qu'Allegri a eu beaucoup de blessés, il n'y a pas eu trop de choix de les lancer. Et le fameux Fagioli, mais je pense que Fagioli, la Juve, elle n'avait pas une équipe 2 en série C. Fagioli, on l'aurait jamais vu. Donc, non, c'est ce qu'il faut. Et je pense que c'est aussi bien pour le futur de l'équipe nationale. Parce que je pense moi, je me souviens, à l'Inter, il y a quelques années, on avait Mattia Destro. Il mettait 40 buts chez les jeunes. Il est passé chez les pros, ça a floppé. C'est parce que la différence de niveau, elle était trop élevée. Tu passes d'un monde où tu joues avec tes copains à un monde où tu joues avec des hommes. Et les hommes, ils sont peut-être pas aussi rapides que toi, mais ils ont de la roublardise, ils vont mettre le petit coup d'épaule, la petite faute, tout ça. Et ça, je pense que pour eux, pour leur bien, eux, ça va être. Je pense qu'on aura plus de jeunes italiens ou de jeunes étrangers formés qui sont formés par les clubs qui arriveront en équipe première. Parce qu'en Allemagne, l'Allemagne, dès qu'elle a lancé ça, parce que l'Allemagne, après ça, je crois que c'était la Coupe du Monde 98, ça avait été un désastre. Ils disaient que c'était une génération de vieux, tout ça. Ils ont mis à fond sur les jeunes avec la création et ça marche. Tu as beaucoup de jeunes. Musiala, il a joué en équipe 2 du Bayern. Ben voilà, il y avait des jeunes expériences de la troisième division. Donc c'est déjà un peu plus simple pour les lancer en D1. Cela, l'écart, moi, je pense qu'il est trop gros. Il y a le jeune, c'est Amadou Sarr, qui est meilleur buteur avec la Primavera. Et entre la Primavera et la Serie A, à la limite, lancer des jeunes en Série B, peut-être que le niveau, comme il y a une différence de niveau, ça peut passer. Mais là, l'écart, il est trop énorme. Donc, je pense, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui. On a l'exemple de Di Marco, en fait. Di Marco qui a été un petit peu en Suisse. Il est revenu chez des clubs de fin de tableau, milieu de tableau. Donc, en fait, l'évolution. Je pense qu'à l'époque de Di Marco, il y aurait eu déjà une équipe en série C. Di Marco, il serait jamais parti. Il aurait pas fait un tour du nord de l'Italie, de la Suisse, en revenant par Vérone. Je pense qu'il aurait été lancé chez nous. Équipe, une équipe B de l'Inter, elle sera dans la poule de l'Atalanta, dans la poule. Milan aussi doit faire son équipe. Donc tu auras ils vont commencer à avoir la culture des rivalités déjà chez les jeunes. Et ça aussi, ça va les aider. Moi, je vois que du bien pour les jeunes joueurs. Après, c'est sûr que ceux qui n'auront pas le niveau pour être en équipe A Inter, ça les mettra en valeur et tu pourras les vendre mieux dans d'autres clubs. Écoutez, messieurs, on va passer au petit quiz final que je vous ai préparé. Et pour quand je parlais de comptage de points, on fera, parce que vu que sinon les écarts vont être monstrueux, entre guillemets, celui qui gagne un quiz gagne un point seulement, parce que si on comptait le nombre de bonnes réponses par point, sinon il y aurait peut-être quelques désavantages. Donc, petit quiz sur divers sujets. À l'Inter, ça sera toujours comme ça, général. Peut-être qu'il y aura un peu de spécialité. Fédé, Gauthier, est-ce que vous êtes prêts? J'ai pas la pression. J'ai pas la pression. Ah, c'est pas grave, faut se lancer à l'eau. Première question. Le 18 septembre 2021, l'Inter bat Bologne 6-1. Qui marque le but pour Bologne? Putain, j'étais au stade. Non, je dois savoir. J'étais au stade. Arnautovic? Non, c'est pas Arnautovic. Donc on fait une réponse chacun, comme ça, pour éviter le zapping. Gauthier, est-ce que tu l'as? J'allais dire Soumaré. Non. Est-ce que peut-être... allez, vous avez le droit à une petite dernière réponse en plus, Fédé? Bon, allez. Alors, Bologne. Un petit Orsolini? Non, allez Gauthier, tu as le droit à une dernière réponse. Moussa Baro. Et non, c'est pas Moussa Barro, malheureusement. T'étais au stade. Attends, c'était quelle date? 2021? 18 septembre 2021. Et malheureusement, le but vient de Arthur Théat, qui joue actuellement à Rennes.
Ah oui, Ah non, Il ouais. je me suis joue, il trompé joue d'année en actuellement à fait. Rennes. Je Donc, suis ouais. fait l'année dernière. On a déjà Non, eu non, 6-1 l'année c'était un dernière. autre Ouais, 6-1, non. mais c'était On a Autant fait pour deux moi. fois. Ouais, c'est ça, on a fait 2 fois 6-1 Autant pour moi. à domicile. Ouais. Eh bien, personne n'aura le point pour cette question. Deuxième question. Quelle est la recrue, quelle est la quatrième recrue plutôt, la plus chère de l'histoire de l'Inter dans ses achats? 4. Quatrième recrue. Donc pas la première, la quatrième recrue la plus chère de l'Inter dans son histoire. Partie achat, bien évidemment, pas les départs. Allez, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Et si vous me donnez la somme, il y a un point de plus. Alors la somme approximative évidemment, parce que moi je me suis basé sur Transfermarkt, donc tout le monde n'a pas les mêmes sommes, mais voilà, on mettra une marge de tolérance. Alors Félix, Gauthier, On donne une réponse comme ça? allez-y, pour vous, quelle est la quatrième recrue la plus chère de l'histoire de l'Inter? Écoute, je vais essayer, je vais me lancer. Alors, je suis pas du Allez, tout sûr, mais j'ai essayé de go. faire un truc rapide. Je vais te dire Barella avec 50 millions. Ce n'est pas Nicolo Barella. Fédé, quelle réponse ça? Il faut que tu donnes une réponse pour essayer de Allez, prendre ce premier point. quatrième. Ah, Hakimi. Et c'est bien Achraf Hakimi, Fédé. Est-ce que Alors tu as à peu près attends. la somme? Allez, je te laisse 2 millions d'écart. 2 millions de marge de Alors, tolérance. Hakimi, c'était pas 42? Et un point de plus pour Fédé, plus 2, c'était selon Transfermarkt 43 millions d'euros pour Achraf Hakimi, la quatrième recrue. Et Barella est troisième. Non, Perella n'est pas troisième, parce que lui, c'est une option d'achat. Donc, en fait, l'option d'achat est moins chère parce qu'on avait payé le prêt et on avait payé l'option d'achat. Donc, c'est pour ça que ça décale un peu. Ah, mais moi j'avais tout compté ensemble. J'avais Non, non, compté c'est les 50. que. Non, non, Ouais, sur c'est un jour. Transfermarkt, c'est que Ouais. l'option d'achat finale. Ah, Ouais, parce que ok. le prix, en fait, tu l'as payé la saison d'avant. Ouais, ouais, c'est pour ça, mais je pensais que tout était, tout était cumulé. Putain, 2 merde. points donc pour Fédé avec le petit plus 1 bonus. Troisième question. Pour quelle somme Mario Balotelli a-t-il été vendu à Manchester City? 45 35. millions. Donc j'ai un 35 pour Fédé et j'ai un 45 pour. Il y a un 5. Je suis sûr qu'il y a un 5. Et selon Transfermarkt. Et la bonne réponse, donc on va prendre celui le plus près hein, donc ça sera Fédé qui aura le point puisque Mario Balotelli a été vendu à Manchester City pour une somme comprise entre 26 et 28 millions d'euros. T'imagines? C'est pour ça que je savais, même 35, Voilà. ouais, je pensais. Donc voilà, on prendra les prix le plus proche parce que à part si vraiment l'écart est trop monstre, mais là pour Fédé il y avait que quelques millions. Donc c'est un troisième point pour T'imagines à l'époque, Fédé. t'as acheté un attaquant pour même pas le prix de Pavard, quoi. Ouais. 3-0, je Et passe la manette, non? non, il y a encore des possibilités de revenir, Gauthier, t'inquiète pas. Notamment avec cette question. Peut-être que Fédé aura la réponse, peut-être Gauthier, on va voir. Évidemment, continuez de répondre aussi chez vous et de mettre votre score en commentaire si vous avez répondu avant que la bonne réponse a été donnée. Quel a été le joueur le plus jeune à avoir joué pour l'Inter et à quel âge au mois, à l'année, mois près? Le jour, je ne vais pas vous demander non plus l'heure, à quel point, mais au moins à l'année et au mois près. C'est-à-dire l'année et le mois du joueur ou Voilà. du moment où il a joué? Voilà, à quel âge, entre guillemets, à quel âge il a joué? Est-ce qu'il a joué à Ah oui. 23 ans et 2 mois voilà. C'est un exemple. Mais déjà, de trouver le joueur, parce que l'année et tout ça, c'est bonus, évidemment. Et la question, Moi, je c'est quel dirais âge. Santon. Ah ouais, de toute façon, c'est l'un ou l'autre. Moi, j'en Donc, ai un vas-y, autre. Santon, si tu peux me donner Il peut-être devait aussi. aller 18 ans, 3 mois. Non, c'est pas Santon et c'est pas la bonne année. Allez, à toi, Gauthier. Je vais être plus récent, je vais dire Carboni. À 17 ans et 6 mois. Alors, selon Transfermarkt, donc j'espère qu'ils ne se sont pas trompés, parce que sinon, ils me fouillent mon quiz. C'est BP Bergomi Ah oui, il qui avait a commencé 17 à ans. 15 ans, 1 mois Ah, et 8 jours. BP Bergomi Là, à là, j'aurais 15 ans. jamais pu savoir. Attends, Selon BP Transfermarkt. Bergomi, il est né en 63, donc ah ouais, dans Ouais, les ouais. années Moi, j'ai 78-79. j'ai Ah pris les si, infos de Transfermarkt, donc pas de point pour cela. Elle était compliquée celle-là. Je voulais vous le donner une indice pour les gens, mais vu que Fédé avait déjà donné une réponse rapide, je me suis dit j'aurais avantagé Gauthier. Donc, ah, mais la Bergomi, il avait. Putain, je savais pas que c'était aussi jeune. Moi, je pensais que c'était pareil, à peu près 17 ans, comme Santon, 17-18 ans. prochaine question, une question bien Michaelé des Team Serra, qu'on salue évidemment sur le podcast. Ouais, Combien de buts, c'est lui qui t'a inspiré, en fait. combien de buts Baggio a-t-il marqué face à l'Inter?
Et Ah, putain. alors, si vous me donnez le nombre de buts, c'est 1 point. Et si vous me donnez le nombre de matchs qu'il a fait, c'est 1 point bonus. Le nombre de matchs qu'il a fait contre l'Inter Ouais, et le c'est-à-dire, nombre de buts puisqu'il qu'il a a marqué, marqué contre je sais pas, l'Inter. est-ce qu'il a marqué 35 buts en 35 matchs, tu vois, par exemple. Déjà, mais je veux d'abord le nombre de buts et ensuite, vous me dites en combien de matchs il a fait ce nombre de buts. Et arrondi à combien? Enfin, c'est celui qui est le plus proche? Ouais, mais si vous êtes beaucoup trop loin, pour personne. Mais si l'un des deux est proche, on prendra le plus proche. Allez, combien de buts Roberto Baggio a-t-il marqué face à l'Inter Milan? Allez-y, au moins tenter au moins, comme ça, si Bon, si moi, vous je trompez dirais plusieurs fois. 15 buts en 35 matchs. 15 buts en 35 matchs pour Fede. Gauthier, combien de buts a-t-il marqué Baggio face à l'Inter? D'ailleurs, Michael, si tu n'as pas la réponse, sache que tu es un faux supporter de Baggio. Ouais. T'es dégoûté. On va se fier à l'instinct parce qu'honnêtement, ce genre de questions, pour moi, c'est Bon, je me compliqué. suis fié à l'instinct, de toute Je façon. vais dire 11 buts en 28 matchs. Malheureusement, Fede est le plus proche parce que Roberto Baggio a inscrit 17 buts face à l'Inter en 28 matchs. Oh, Ok, j'ai trouvé le nombre de matchs, mets-moi un point. Allez, on va mettre le nombre de Un points pour point, le truc. point de la défaite au Donc, moins. allez, 1 point et un Fede quand même 1 point parce qu'il était à 15 matchs, à 15 buts. Donc ça fait 4-1. Donc, Ah, on parce est qu'il proche. il a marqué avec Milan, la Juve, Brescia. Mm. Il y a Allez, qui plus que deux Bologne, dernières peut-être. questions. Plus que 2 dernières questions pour ce quiz. Et j'aime beaucoup ces quiz. On le fera direct au prochain podcast. Qui a été, c'était bien toute la question, qui a été le meilleur buteur de l'Inter en Serie A en 96-97? Question bonus, avec combien de buts il a été le meilleur buteur de l'Inter en Serie A en 96-97, ce joueur? Maurizio Gans, 23 buts. Faux. C'est C'est un lui, joueur qu'on a peut-être moins l'habitude de voir marquer. 96-97. Hein. En Serie A. Ah, en Ça, c'est- Serie A. Oui. Tu sais très bien que quand il y a Fédé sur la question, je suis foutu là. Comment veux-tu Oh que non, je te mais le réponde? 96-97, Alors, je donne un indice pour tout le monde. il Sa, est pas italien. sa nationalité est dans l'Union européenne. Actuel ou de l'époque? Là, dans l'Union européenne actuellement, c'est 96-97. Je voulais donner un truc précis, mais je vais attendre un peu, je vais vous laisser un peu mouliner. Qui a été le meilleur buteur de l'Inter en 96-97 en Serie A? Et avec combien de buts? Allez, déjà, donc je vous donne l'indice pour faciliter tout ça. C'était un Français. C'est Djurkaeff. Bonne réponse pour Félé. Et Gauthier, peut-être que tu peux trouver aussi avec le nombre de buts. Combien de buts il a marqué en Serie A Djurkaeff cette saison? Pour un milieu, c'est quand même beaucoup. Hein. Et on parle de l'époque, hein, 96-97. On parle pas de 2023 et Jude Bellingham. C'était le meilleur 14 buteur buts. de l'Inter, hein, pas du En championnat. Serie A. Serie A. Ouais. 14 buts, Serie. non? J'allais dire 13. 14 buts pour Fédé et c'est Qu'est-ce que tu 2 veux que je points. fasse? Ça Oh. fait 6 Tu veux que je fasse pour quoi? Fédé. C'est de l'Inter Bologne. Et la question, et ça sera la question un peu régulière que je vais essayer de faire à chaque fois, c'est le où joue. Donc on va prendre un joueur, un ancien, et où est-ce qu'il joue actuellement, où est-ce qu'il a joué après l'Inter ou avant l'Inter. Et du coup, la question d'aujourd'hui, donc elle vaut 2 points. C'est le où joue. Le où joue vaut 2 points. Donc on garde ça. Où joue Ashley Young aujourd'hui? Aston Villa? Non, il Non. est parti. Il est parti Il cet est été. parti d'Aston Villa. Ah, il y a Watford. Il n'est pas à Watford. Birmingham? Non, mais c'est bien, vous êtes dans la bonne vibe parce qu'il est en première ligue. C'est bien ça. Où joue Everton. Ashley Young aujourd'hui, il joue bien à Everton, 2 points. 6-3 fait Gauthier qui Non, je pouvais pas me manquer a là-dessus. repris un peu l'avantage sur ce quiz. Du coup, de chez nous, il est parti à Aston Villa, c'est ça? C'est Ouais, ça. Et ouais, après, il a Après, il a rejoint- été à Watford, non? Non, après, il est Non, directement fait Everton. moi aussi je pensais, mais on Ah. confond. Ouais. Non, il est bien c'est- un truc. Donc voilà, ce premier quiz finit à 6-3 pour Fédé. Il y avait des questions difficiles, c'est vrai. Il y avait la question Bergomi, c'est vrai qu'elle n'était pas ça. Mais Ah, bon, même Djurkaeff, elle était pas. À tous les Ouais, auditeurs, hein, venez tester bravo. Fédé sur les questions 96. Venez. Donc voilà, vous Venez. pouvez, on va continuer ce quiz. Moi aussi, j'ai bien apprécié avec Ouais, ce genre de questions. Ça va être intéressant.
Eh ben messieurs, on va terminer du coup ce podcast sur ça, sur ce quiz et du coup cette victoire de Fédé sur les podcasts. N'oubliez pas du coup de bien vous abonner sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Spotify, de mettre la cloche sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Spotify et les 5 étoiles, bien évidemment sur Spotify pour noter au mieux le podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao à tous. Ciao. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!